Bienvenue au Rwanda, le pays aux 1000 collines. Avec une population de plus de 12 millions d'habitants, ce pays d'Afrique de l'Est vit un phénomène quasiment unique au monde. Ici, les femmes prennent le pouvoir, qu'elles soient commerçantes, médecins, pilotes de ligne, chefs d'entreprise ou responsables politiques. Ils soufflent sur ce pays un vent de parité. Une parité qui pourrait bien inspirer le reste du continent. La femme rwandaise, pour moi, a une chance incroyable. C'est celle d'avoir un cadre qui lui permet de s'exprimer le mieux possible. C'est inédit dans le monde, ça n'existe pas ailleurs. Je sens que je fais partie d'un grand changement qui est en train d'arriver. Ça me rend humble et très reconnaissante. Je suis fière de mon travail et je peux encourager d'autres femmes de venir faire la mécanique. Ma mère m'inspire beaucoup. Elle travaille très dur. C'est une combattante. Pour moi, la parité au Rwanda, elle est réussie. Aujourd'hui, c'est dans la routine. Les hommes ont compris que les femmes sont autant capables qu'eux. Ce reportage va vous emmener à la rencontre de ces femmes qui un jour ont dû exercer des métiers d'hommes par choix, mais aussi par nécessité, parce qu'au Rwanda, il a bien fallu reconstruire le pays et parfois remplacer les hommes disparus. 24 ans après, il est encore difficile de ne pas associer le Rwanda au génocide des Tutsis qui fit plus d'1 million de morts. À cette époque, cette tragédie donna aux femmes, souvent livrées à elles-mêmes, une responsabilité très forte, reprendre leur destinée en main et ne jamais oublier ce qui s'était passé. This is the light of remembrance, the light of life. You can never know where you're going when you don't know where you're coming from. Commémoré chaque année par les responsables politiques, économiques et sociaux, le génocide des Tutsis est le point de départ d'une reconstruction qui voit le Rwanda connaître depuis un développement économique ininterrompu. Notre première rencontre nous amène sur l'aéroport de Kigali. J'y ai rendez-vous avec une femme hors du commun, Esther Mbabazi. Cette femme de 35 ans est la première femme pilote de ligne au Rwanda. Bonjour Esther. Bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour. Ça va, bonjour. Alors ça c'est ton habitat naturel. Oui. Parle-nous un peu de ce que ceci veut dire pour toi. Une fois que tu es ici, ta passion, tes yeux brillent en fait. On voit tes yeux briller en ce moment. Oui, je vis un rêve d'enfant. J'ai toujours voulu travailler ici. Techniquement, ici c'est mon bureau. Tu es la première femme à avoir piloté un avion au Rwanda. Tu es une sorte d'icône dans ce pays. Est-ce que tu t'en rends compte? Oui, et je suis reconnaissant de mon entreprise, mon pays, ma famille. Ils m'ont vraiment soutenue parce que je ne suis pas arrivée là toute seule. Et je suis très heureuse parce que les autres femmes voient cela comme un exemple et veulent suivre cette carrière. Tu sais, les femmes peuvent faire de grandes choses, les femmes africaines et les enfants africains aussi. Depuis sa plus tendre enfance, Esther n'a toujours eu qu'un seul rêve, voler, être aux commandes d'un avion. Et malgré les doutes et les préjugés, elle sera pilote. Mon vol est dans 1h, 1h30. Alors là, je dois aller faire quelques formalités administratives, consulter la météo et faire quelques calculs. Mes collègues vont aussi me briefer. On peut venir avec vous? Oh oui, oui, tout à fait. Salut tout le monde. Avant toute chose, je dois signer. All right. Voici Régis et nous sommes ici pour nous préparer au vol. Tu sais que je vais faire Kigali-Johannesburg. Alors dis-moi, quelles sont les infos?
Alors, pour ton vol vers Johannesburg, j'ai vérifié la météo, elle est bonne, aucun problème. Aujourd'hui, c'est un petit avion. Donc ils savent quel pilote pilote tel avion à telle heure, il y a un horaire, il y a les noms déjà préétablis, etc. Oui, tout à fait. Tu peux t'asseoir ici, à côté de moi. Aujourd'hui, tu vas être mon capitaine. Oui. Esther me briefe sur les dernières vérifications à effectuer. Un pilote ne doit rien laisser au hasard. Il est 9h30, donc c'est encore valable. Donc là, tout est paré pour mon vol. Et comme tu vois, la météo est bonne. Et maintenant qu'on a tout vérifié, on va aller dans l'avion. Donc ce que vous faisiez ici maintenant prend fin. Et là, c'est le grand départ vers l'avion. Oui, tout à fait. Encore impensable il y a quelques années, la responsabilité qui pèse sur les épaules d'Esther semble galvaniser cette femme qui fait la fierté de sa compagnie. Est-ce que ça, c'est le moment où, justement, c'est les derniers réglages dans ta tête, tu es en train de te dire j'espère que le vol va bien se passer, j'ai confiance en moi. C'est un peu comme un athlète juste avant de performer, en fait. On vient de régler les détails administratifs et donc je sais de combien de carburant j'ai besoin. Tu vois là, ils amènent le carburant et ils vont bientôt remplir l'avion. On va bientôt décoller et normalement tout devrait bien se passer. Et ici, il n'y a pas que dans les cockpits que nous pouvons voir des femmes en plein travail. Au sol et dans un secteur hautement masculin qu'est la mécanique aéronautique, c'est une femme qui prend en charge l'avion d'Esther. Alors là, explique-nous en gros ce qu'on est en train de faire ici. Là, on est en train de mettre de l'essence parce que bien sûr, l'avion en a besoin pour voler. Et on sent l'essence. C'est pas habituel de voir une femme qui s'y connaît en mécanique d'avion. Comment vous avez fait pour... Tu sais, quand tu aimes quelque chose, après, c'est simple de le faire. Évidemment, j'ai dû apprendre à le faire et à m'entraîner. J'aime ce que je fais. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. Quand tu travailles, tu n'y penses pas et tu es heureux de le faire. J'aime mon métier ici. Est-ce qu'il fait bon être une femme au Rwanda? Oh, il ne fait pas que bon. Il fait extrêmement bon de vivre au Rwanda pour une femme. Ici, nous sommes soutenus et valorisés. Je crois qu'il n'y a pas d'autre endroit au monde où la femme est mise en avant comme cela. Il n'y a pas mieux qu'ici. Merci beaucoup. Se diriger vers l'avion que tu vas piloter dans quelques minutes. Tu as hâte? Tu as hâte de piloter? Ah oui. Est-ce qu'il y a un rush qui te prend juste avant d'entrer dans l'avion? C'est les dernières bouffées d'air. Non, pas maintenant. Au tout début, quand les gens ont appris que tu allais commencer, tu allais être la première pilote féminine, est-ce qu'il y a des gens qui avaient peur de monter à bord? Il y a des gens qui se disaient « Ouh là là, c'est une femme, ça va être un problème ». Un jour, un homme d'Afrique de l'Ouest est monté dans l'avion et il parlait français. Et bien sûr, je comprends le français. Il a dit « Le pilote est une femme ?» Si c'est elle qui pilote, je ne monterai pas dans l'avion. Ce genre d'incident m'est beaucoup arrivé à mes débuts, quand j'ai commencé. Mais maintenant, je n'y pense plus. Alors, je lui ai répondu « Monsieur, vous avez acheté votre billet et si vous ne montez pas à bord, vous ne serez pas remboursé. Alors, je serai ravie de vous laisser sur le tarmac. Alors, qui d'entre nous est perdant? Vous qui n'avez plus votre vol ou moi qui fais tout simplement mon travail? Ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir dire ça, mais il arrive aussi que des gens soient heureux de voir que le pilote est une femme. Ils viennent me voir avec leurs enfants pour me parler, ça les rend fiers et du coup je sens que je fais partie d'un grand changement qui est en train d'arriver. Ça me rend humble et très reconnaissante. Nous laissons Esther s'envoler avec ses passagers pour rester dans le centre de Kigali. Avec une croissance économique maintenue à 6% en 2016, le développement du Rwanda est notamment dû aux entreprises qui fleurissent dans la capitale et à leur tête, de plus en plus de femmes. C'est le cas de Jacqueline, dont le parcours professionnel avait pourtant commencé dans la fonction publique. Cette femme de 52 ans, mère de 3 enfants, a décidé de monter son entreprise sur une simple idée.
En amenant ses enfants à l'école, Jacqueline s'est rendue compte que les uniformes étaient importés de Chine. L'idée était là. Fabriquer des uniformes made in Rwanda. Hello Jacqueline. Hello. Hello, how you doing? Ça va bien? Alors, j'ai entendu parler de ce que vous faites ici comme broderie, comme couture. Parlez-moi un peu de ce projet, comment il vous est venu, comment vous y avez pensé, si c'est une passion que vous avez de longue date. Tout a commencé en 2009. Avant, je travaillais pour RBA pendant 10 ans. Et puis, un jour, j'ai eu l'idée de fabriquer des uniformes uniquement pour les écoliers. Et ensuite, j'ai créé des tenues pour les agents de sécurité, puis différents vêtements pour les occasions sportives. Et de même pour les élections. Lui, c'est mon fils. Il connaît tout d'ici, tout mon travail. Jacqueline est fière de son fils et je sens que c'est réciproque. Ensemble, ils travaillent main dans la main. Parle-moi un peu de cette entreprise et de ta mère. Comment t'inspire-t-elle? Ma mère m'inspire beaucoup. Elle travaille très dur. C'est une combattante. C'est pour ça qu'après les cours, je la retrouve, je travaille pour elle et elle m'apprend beaucoup de choses. Je l'aide à designer les uniformes. On met les logos et on pense aux couleurs. Donc je suis en charge de cela quand ses employés sont occupés à d'autres tâches. Avant, nous n'avions pas de machine pour faire les uniformes. Et maintenant, nous avons des machines. Elles sont manuelles, mais ça marche bien. Dans le futur, on pourra acheter des machines automatiques. Et comme ça, on aura un meilleur rendement journalier. Viens, je vais te montrer l'atelier. Là, c'est notre panneau publicitaire. Bienvenue. Quand vous travaillez dans un environnement comme celui-ci, est-ce que c'est difficile d'être une femme dans un environnement où on est la patronne d'autant d'hommes? Est-ce que vous trouvez qu'ils vous respectent assez, qu'ils comprennent votre rôle de patronne, qu'ils comprennent qu'une femme puisse être la patronne de cet endroit? Oui, ils n'ont aucun problème, ils me respectent. C'est un message fort qu'une femme peut accomplir ce genre de choses à cette époque-ci, alors qu'à une certaine époque, c'était pas possible. Oui, oui, et j'en suis très fière parce que ici, tout le monde a besoin d'uniformes et le gouvernement facilite des choses pour que nous puissions produire au Rwanda et qu'on n'achète plus des vêtements déjà portés. C'est pourquoi dans le futur, ce commerce va très bien marcher. Cette machine, je l'ai obtenue avec le Fonds de financement d'entrepreneurium 2015. Nous étions 15 femmes à participer à ce programme. Nous avons suivi des cours pendant 1 mois et nous avons fait notre business plan. Il était solide, alors j'ai pu acheter ces machines et ça m'a aidé à fabriquer plus d'uniformes. D'ailleurs là, j'ai un rendez-vous avec un coach. Je vais devoir y aller. Oui, pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Pour mettre toutes les chances de son côté, Jacqueline se fait accompagner dans son développement par une aide extérieure. Même si son activité est toute petite, elle a conscience qu'elle a besoin de conseils. Sa réussite passe par un bon coaching. Hello, how are you, Jacqueline?
Welcome. Jacqueline a rendez-vous avec Christine Guirier, qui dirige des séances de coaching pour accompagner les femmes dans leur création d'entreprise. Aujourd'hui, il s'agit d'une séance collective où chacun est invité à partager son expérience. Elles viennent d'horizons différents et évoluent dans d'autres secteurs que Jacqueline. Le but de la séance, favoriser l'entraide et le networking entre ces entrepreneuses. Mon ambition est de me développer. Même si je vois trop grand, mon but est d'entreprendre en tant que femme au Rwanda. Alors, ce que vous nous expliquez, Jacqueline, c'est que vous voulez être un grand entrepreneur. Un grand entrepreneur, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Ce que j'ai envie d'entendre, c'est que vous nous disiez, je veux être la plus grande usine d'uniformes scolaires de l'Afrique de l'Est. Parce que l'Afrique de l'Est, c'est 550 millions d'habitants. Je veux fournir 550 millions d'habitants. Et ça, j'ai envie de l'entendre. J'ai envie que vous soyez convaincus de ça et que chaque étape, vous la meniez avec notre aide. Les experts sont là pour vous dire, voilà chaque étape qu'on doit traverser ensemble. C'est avec cette énergie que Christine cherche à transmettre la motivation pour de nouvelles ambitions, car ici, les enjeux sont grands. Et pour cela, il faut un cadre de travail. Une vraie source d'inspiration pour les entrepreneurs qui travaillent ici tous les jours, de faire partie justement du mouvement du Rwanda et de la ville de Kigali qui est en pleine croissance, en pleine évolution. Et du coup, c'est aussi important pour eux, quand ils reçoivent des partenaires, des clients, de les recevoir dans ce cadre très professionnel de par son emplacement. Plus de 10 000 entreprises sont créées chaque année au Rwanda, dont une majorité par des femmes. Toutes ne réussiront pas, mais nombre d'entre elles partagent un même optimisme que Christine tente de canaliser. La femme rwandaise, pour moi, a une chance incroyable. C'est celle d'avoir un cadre qui lui permet de s'exprimer le mieux possible. C'est inédit dans le monde, ça n'existe pas ailleurs. Donc elle a aujourd'hui toutes les ressources, en tout cas au niveau réglementaire, pour s'exprimer. Donc ce qu'elle doit faire, c'est juste saisir l'opportunité et y aller en bénéficiant de gens comme nous à la Fondation qui puissent les y aider. Donc le regard que j'ai sur la femme rwandaise, c'est un regard quasiment envieux de me dire, c'est pour la première fois dans notre histoire, on peut créer le momentum. Et pour moi, 40% du job a été fait. C'est-à-dire que les autorités ont fait 40% du job, à nous de faire les 60% restants. Donc c'est un regard vers une femme qui a aujourd'hui de la chance et qui doit la transformer. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que le modèle de la parité rwandaise peut s'exporter dans le monde ? Alors je pense qu'aujourd'hui, on fait complètement envie, on ne fait même pas lire d'autres sociétés, je ne parle même pas en Afrique, je parle ailleurs. On ne peut pas adapter sans tenir compte des contextes spécifiques. L'histoire du Rwanda n'est pas l'histoire du Gabon, n'est pas l'histoire du Sénégal, n'est pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc qu'est-ce qu'on peut venir chercher au Rwanda qui puisse être transposable et adaptable ? Ça ne peut pas être tout. Ça peut être quelques îlots, on va dire, mais ça ne peut pas être tout. Ce qui a été possible ici n'a été possible que parce que nous sommes rwandais et parce qu'il y a eu cette histoire. Mais la parité en soi n'est qu'un élément parmi tout ce qu'on voit là. Le modèle rwandais pour la parité pourrait-il devenir un modèle pour l'Afrique et le monde ? Il y a ici un secteur hautement symbolique et important qui a montré l'exemple et ouvert le chemin. C'est la vie politique et la représentativité des femmes. Champion du monde incontesté dans sa catégorie, le Rwanda a permis à l'Assemblée nationale d'élire plus de 60% de femmes députées, 3 fois plus qu'aux États-Unis. Et bien sûr, à la tête de l'Assemblée nationale, une femme, Donatille Mukabadisa, qui a bien conscience de la particularité de son pays. Je dirais d'abord que c'est une question de droit de la personne, puisque avant le génocide perpétré contre les Tutsis, c'était une gouvernance exclusive. Maintenant, on est dans une gouvernance inclusive, qui inclut tout le monde. Les femmes, les hommes ont les mêmes potentialités. On occupe un poste parce qu'on le mérite, parce qu'on a quelque chose
à faire pour le pays, à faire pour la population, pour qui nous travaillons tous. Quand vous entrez dans l'antre de la séance plénière, est-ce que vous ressentez justement ce fait que, à l'époque, votre grand-mère, votre maman n'aurait peut-être pas eu ce même statut et qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles peuvent rêver d'un jour y arriver aussi? Pour nous, c'est vraiment un plaisir parce que la femme jouit de tous les droits. Elle a le droit d'hériter, elle a le droit d'avoir à 50% droit aux propriétés de la famille, ce qui fait que le mari ne peut plus, pour le moment, dissiper le bien de la famille comme il le veut. Ceci a un impact très, très positif sur le développement socio-économique de la famille d'abord et puis du pays en général. Alors, opération de communication ou réel engagement des femmes dans la vie politique rwandaise? Au gouvernement aussi, des postes clés sont tenus par des femmes. La ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, tient la diplomatie de son pays d'une main de maîtresse depuis 9 ans. À la tête de ce portefeuille, c'est l'une des femmes les plus puissantes du pays. Nous avons suivi une autre femme ministre. Il s'agit de Diane Gashumba, qui vient visiter l'hôpital de Kigali. Pédiatre, puis responsable d'hôpital, elle a gravi tous les échelons et elle est aujourd'hui à la tête d'un ministère clé, celui de la santé. Combien de lits? 24. 24. Je fais beaucoup d'années au CHK en tant que médecin généraliste, mais aussi en tant que pédiatre. C'est pour ça que le milieu m'est très familier. Et j'ai été nommée ministre du genre et de la promotion de la famille au mois de mars dernier. J'ai fait 7 mois là-bas. Et au mois d'octobre dernier, j'ai été nommée ministre de la Santé. Alors, on voit des femmes qui s'assument, des femmes qui ont des parcours très inspirants. Vous avez l'impression que la parité, surtout au niveau de l'État, est respectée ou qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que la femme se fasse entendre aussi et soit considérée de la même manière? La parité au Rwanda, c'est vraiment quelque chose de sensationnel. Et là, je ne vais pas parler des femmes parlementaires parce que c'est connu par tout le monde, mais je veux surtout parler du rôle de la femme et de la parité à partir même du fin fond du Rwanda. En milieu rural, la femme rwandaise a prouvé qu'elle est capable. Dans beaucoup de fonctions, c'est la compétition, ce n'est pas des nominations. Même les élections, c'est la compétition. Donc la femme a eu cette confiance en elle, malgré que tout avait été détruit pendant le génocide. Même cette valeur humaine, même cette confiance, la femme a repris confiance en elle-même et maintenant elle participe aux compétitions. Donc ça prouve que c'est maintenant dans la routine, c'est dans l'esprit des Rwandais que la femme est autant capable que l'homme. Donc c'est plus une question de chiffres, c'est une question d'aptitude, de capacité, de mérite surtout. Est-ce que la société rwandaise a avancé et la parité est plus présente? Oui, pour revenir peut-être à la culture rwandaise, la femme avait sa valeur, hein, ça il faut le reconnaître. On a beaucoup de proverbes qui le prouvent, la femme c'est le cœur du ménage, c'est le cœur de la famille. Mais avec les politiques anciennes, les régimes anciens, la femme n'était pas considérée. Il n'y avait pas de femme ministre, il n'y avait pas de femme parlementaire. La femme n'était pas reconnue du point de vue de ses compétences intellectuelles. Et aussi, c'était le résultat du fait que la femme était limitée au niveau des études. Donc, quand on regarde les statistiques d'avant le génocide, on voit que la plupart des femmes restaient au niveau de l'école primaire, et même celles qui osaient foncer pour le secondaire, elles étaient bonnes pour les études de ménagère, les études familiales, comme on disait. Très peu de femmes en sciences. Mais aujourd'hui, il y a eu cet encouragement, cette institutionnalisation de la parité, de l'égalité, des opportunités pour les femmes et pour les hommes. La santé est certainement le secteur qui a vu une émergence massive de femmes venant à de hautes responsabilités et exerçant des métiers jusque-là réservés aux hommes. C'est le cas d'Alice Niregire, la première femme chirurgienne rwandaise.
Âgée de 36 ans, Alice a eu un parcours difficile. Alors qu'elle est encore une enfant, ses parents sont tués durant le génocide et elle est élevée par sa tante. Depuis cette époque, Alice sait qu'elle veut se mettre au service d'une noble cause, soigner les autres pour les ramener à la vie. Ce matin, elle a rendez-vous avec un jeune homme pour un contrôle post-opératoire. Victime d'un lynchage, ses avant-bras ont été brûlés et lacérés. Naho turabaha nyuma y'amezi 3 sibyo twongeye turebe ukuntu ukomeje physio turebe ko nakoreye akaboko atangiye kugaruka. Aichari amwatashye tariki zingahe icara ufata numva mara karagerageza mwagiye muri physio nanga kugira gutya turebe gutya na gutya Depuis que j'étais enfant, je rêvais d'être médecin. Un jour, j'ai suivi un stage avec un chirurgien ougandais qui m'a beaucoup encouragée et il me disait qu'après mes études, je devrais m'orienter vers la chirurgie. Il me disait souvent qu'il n'y a pas de femme chirurgienne au Rwanda, mais que je pouvais en devenir une. Il me disait que j'étais engagée et déterminée, alors je me suis spécialisée 4 ans en chirurgie et après j'ai obtenu mon diplôme en 2015. Alors, au départ, quand vous annoncez la nouvelle à la famille, que vous allez devenir médecin, chirurgienne, ça a fonctionné comment? Je parle surtout du côté, l'aspect culturel, l'aspect traditionnel. Ça n'a pas été difficile de leur expliquer que je voulais devenir chirurgienne. Ils étaient contents. Ils m'ont dit, si tu veux le faire, fais-le. Alors, brillante à l'école, médecin, chirurgienne, ils vous ont accueilli comment vos compères masculins? Est-ce qu'ils ont compris? Ça a fonctionné comment au départ? Au début, certains de mes collègues m'ont dit qu'être chirurgien nécessitait d'avoir beaucoup de force parce qu'on reste debout toutes les nuits et que ça allait être dur, mais ils m'ont soutenu. Mes collègues, comme mes supérieurs, m'ont guidée et fait partager leurs expériences. Est-ce qu'il y a des patients, c'est déjà arrivé qu'il y ait des patients ou des familles de patients doutent de vos capacités, de vos aptitudes, c'est déjà arrivé ça? Non, pas très souvent parce qu'ils se sont adaptés au changement. Quant à mes enseignants, dans différents pays et notamment aux États-Unis, ils ne prêtaient pas attention au fait que j'étais une femme. J'étais une apprentie comme les autres. Est-ce que vous pensez que le fait que vous soyez au Rwanda, que ça vous aide justement à pouvoir vous affirmer parce que c'est un pays où il fait bon être une femme? Vous pensez que ça aide? Oui, ça aide d'être une femme parce qu'à notre époque, les femmes sont encouragées à suivre toutes sortes de formations comme les hommes. Je pense que du temps de ma mère ou de ma grand-mère, ça n'aurait pas été possible. Mais aujourd'hui, nous avons une première dame qui encourage les femmes, alors on se sent en confiance parce qu'il y a quelqu'un qui nous soutient et qui nous aide. Notre route se poursuit et une fois n'est pas coutume, elle nous amène cette fois à la rencontre d'un homme, Augustin Kimonyo. Car ici, la parité est l'affaire de tous. Cet expert travaille depuis des années, notamment auprès des entreprises, pour essayer de combattre le sexisme et ouvrir le dialogue avec ceux et celles qui pourraient être sceptiques sur la parité. Au Rwanda, c'est normal d'être un homme et de se battre pour l'égalité des sexes. Les autres hommes pensent que je me bats pour une noble cause. Bien sûr, il y a aussi d'autres hommes qui me prennent pour un fou. À l'heure actuelle, cette promotion de l'égalité rassemble énormément de monde, des hommes et des femmes. C'est un vrai périple dans lequel chacun s'investit. On sait que pendant très longtemps, la femme était confinée aux tâches ménagères. Et aujourd'hui, on se rend compte que la femme, non seulement s'émancipe, mais prend des responsabilités à bras-le-corps et autant que les hommes, si pas plus. Le déclic a eu lieu à quel moment exactement? Je pense, en tant que citoyen rwandais, que tout a commencé avec l'idéologie du FPR, le Front patriotique rwandais, qui voulait mettre l'homme et la femme sur un rang d'égalité. Je pense donc que ça a commencé à partir de là, car à l'époque, les femmes se battaient aux côtés des hommes, de leurs frères, et elles étaient aussi à des niveaux diplomatiques. Pour la première fois, elles ont obtenu l'égalité.
Et une fois le gouvernement en place, ça a continué. Changer les codes, montrer le chemin. Tous les secteurs de la vie sociale sont concernés. Encore une première femme à ouvrir la voie. Il s'agit de Sylvie, la première mécanicienne auto de la capitale du pays. Sylvie, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, oui. Alors on m'a dit que c'est ici que je pouvais vous trouver, qu'on m'a dit que vous étiez la seule dame qui travaille dans ce garage, comme dans tous les garages d'ailleurs. Oui, oui. Parlez-moi de comment tout a commencé en fait, votre passion pour la mécanique, parce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent chez les femmes. Ça a commencé comment exactement? J'avais aimé les voitures et j'avais aussi la curiosité de voir comment on fait la voiture et comment la voiture se fonctionne. C'est là où l'idée de travailler, le travail de mécanique, j'ai trouvé là-bas. Ça fonctionnait comment? Parce que vous êtes une femme qui arrive dans un domaine d'hommes. Est-ce qu'au départ, ils avaient des doutes, ils se disaient qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? Ça fonctionnait comment au début? Oui, au début, ils avaient des doutes. Ils n'ont pas la confiance que je peux faire la mécanique. Je suis la seule fille dans le garage. Ils m'appellent comme sa sœur. Il m'a montré comment on fait la mécanique. J'ai commencé à maîtriser la mécanique. Donc au garage, les garçons, ce sont des mes frères. On travaille ensemble, pas de problème. Qu'ils soient homme ou femme dans ce garage, cela ne fait pas de différence. Le patron met ses employés au même niveau. Alors, c'est une chose d'être le patron d'un garage classique. C'en est une autre d'être patron d'un garage où vous employez une dame. Dans ce pays, c'est une denrée rare. Je crois qu'il n'y en a pas plus de deux d'ailleurs. C'est arrivé comment exactement? Parlez-nous un peu de ça. C'est parce que la fille, elle était la première à pratiquer ce métier. Et quand on me l'avait dit, elle était encore à l'école. Je l'avais suivie juste à l'école. J'ai suivi ses examens. Elle a été la deuxième parmi beaucoup de garçons. Et elle était la meilleure dans la section électricité. Directement, j'ai parlé avec son directeur que, ok, moi je vais la prendre, comme ça, si j'investis, mettre l'argent pour la former, elle pourra devenir quelqu'un après. Et je suis content de son travail. Est-ce que vous pensez que c'est un exemple unique et que ça prendra beaucoup de temps avant qu'on ait un autre exemple comme celui-ci? Ou alors que plutôt vous êtes un peu un précurseur et qu'après ça, on aura plus de filles justement qui travaillent dans des garages mécaniques? Oui, avant, 6 ans avant, il n'y avait pas de filles qui faisaient la mécanique. Mais beaucoup de filles qui ont vu que Sylvie était ici, il y a beaucoup de filles maintenant qui font la mécanique, surtout dans l'électricité. Et ça va. Ce que j'apprécie, c'est parce que quand tu donnes un travail à une fille, elle respecte mieux que les hommes. Et puis elle est sérieuse, ça vraiment j'apprécie. C'est ça la différence en fait. Selon la Banque africaine de développement, le chômage des jeunes et le manque de jeunes diplômés constituent un défi majeur pour l'Afrique. L'éducation est au cœur des préoccupations. Et dans un pays émergent comme le Rwanda, les femmes devront aussi maîtriser les nouvelles technologies au même titre que les hommes. C'est l'objectif que s'est fixé l'organisme Girls in ICT. Bonjour à tous, c'est super que vous ayez pu faire ce déplacement. Merci pour votre présence ici ce matin pour échanger à propos de vos projets Tech Innovation Challenge. Durant cette séance, les jeunes étudiants sont formés à l'élaboration de logiciels informatiques et d'applications pour téléphone. Pour la formatrice Solange, le multimédia est une véritable porte d'entrée vers l'émancipation des femmes.
On cherche des experts pour trouver des moyens de lutte contre la pauvreté. Ils sont nouveaux dans le domaine, alors ils sont motivés. Hello, hi. How you doing? Ça va bien. Thank you. Est-ce que vous pouvez me parler un tout petit peu de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui avec ces jeunes demoiselles? Aujourd'hui, on travaille sur notre projet Technovation Challenge. Il concerne les jeunes filles qui ont entre 10 et 18 ans. Le but est de les encourager à développer des compétences qui les aideront à résoudre des problèmes dans la société liés aux nouvelles technologies. Vous voulez faire quoi comme... vous voulez prendre quoi comme option? Where do you see yourself? À une certaine époque, les filles rwandaises étaient ignorées et n'étaient pas reconnues, mais aujourd'hui, il y a de vrais droits de femmes, elles ont leur place dans la société. Nous pouvons étudier et beaucoup de gens nous soutiennent. Donc, on aime être femme au Rwanda. C'est une bonne chose. On a des choses à dire et on nous donne de l'espace pour cela. On aime être femme. Marie-Claire est à l'origine de ce projet. Elle-même, développeuse, elle veut transmettre ses compétences aux jeunes femmes. Marie-Claire? Yes. Hello guys, how you doing? Tell me what the exams are done. Après avoir obtenu assez de connaissances dans le développement des logiciels, j'étais très heureuse de voir à quel point l'informatique intervient partout. On utilise des ordinateurs à la maison, pour la finance, ils font partie de la vie quotidienne. Et aujourd'hui, vous êtes la manager de ce projet, un projet qui a comme objectif d'aider ces jeunes demoiselles à pouvoir avoir les meilleures armes possibles pour le monde de demain. Est-ce qu'elles comprennent qu'elles sont le futur du ICT rwandais en ce moment même, au secondaire? Quand nous avons rencontré ces jeunes filles, je leur ai posé la question. Si je te donne un téléphone, qu'est-ce que tu vas faire avec? Elles l'utilisaient uniquement pour appeler ou envoyer des SMS. Mais ici, on leur apprend comment elles peuvent développer des applications, quelles utilisations différentes elles peuvent en faire. Elles peuvent proposer de nouvelles fonctionnalités pour aider la communauté. Elles veulent contribuer au développement technologique. Peut-être que d'ici 5 ans, nous verrons les conséquences des projets que nous avons développés. Passionnées et ambitieuses, ces élèves ont compris qu'il fallait miser sur les nouvelles technologies. Parmi elles se trouvent les chefs d'entreprise de demain. Le monde du futur va pour la technologie. Donc la technologie aujourd'hui c'est quelque chose de très important je crois que normalement comme les filles ont été données le droit, maintenant ont des droits, je crois que en fait c'est une évolution pour les femmes encore. Et toi tu te vois où dans le futur? Je me vois devenir quelqu'un qui tient une entreprise vraiment forte, quelque chose de vraiment concret dans ce temps-ci. Merci beaucoup. Avec une telle détermination, je suis certain qu'elle va réussir. Avant de quitter Kigali, j'ai un ultime rendez-vous ce soir avec Lucy Cholwick qui retrouve ses amis. De la détente entre filles, mais pas que. Ce genre de soirée, c'est également l'occasion d'échanger et de faire des rencontres professionnelles. Tour à tour, ces femmes se présentent les unes aux autres. Je voudrais reconstruire ma carrière et avoir l'opportunité de m'orienter vers un nouvel environnement. Ici, j'obtiens beaucoup d'informations, c'est très utile. Lucy, femme d'affaires, est l'organisatrice de ces soirées de networking. En vous voyant échanger tout à l'heure avec les autres dans la salle, une chose qu'on remarque, c'est que c'est un groupe très varié. J'ai beaucoup poussé pour avoir ça. Il nous manquait cet espace pour se rencontrer entre nous, mais vraiment inclusif. Dans la salle, un visage mais familier, celui d'Esther, la pilote. Je suis pilote chez Rwandair. Pourquoi suis-je venue ici? J'en ai marre de voir les hommes partout.
Et qu'est-ce que vous espérez trouver, non seulement dans ce groupe, mais en plus de ça, comment vous espérez grandir grâce à ce groupe? Premièrement, on me demande souvent de parler en public. Et quand je regarde en arrière, je me rends compte que j'ai de plus en plus de choses à raconter sur ma carrière. Ça m'inspire de voir ces autres femmes. C'est important dans la communauté de femmes rwandaises. Il y a des femmes qui ont créé leurs entreprises, il y a tout genre de femmes. Alors je crois que pour moi, c'est bien qu'on se mette en réseau les unes avec les autres. Moi-même, j'aimerais bien fonder une union de femmes dans l'aviation rwandaise. D'une génération à l'autre, tous niveaux sociaux confondus, j'ai pu constater que le Rwanda avait considérablement changé depuis 1994. Aujourd'hui, comme nulle part ailleurs sur le continent africain, les femmes ont une place de choix. Majoritaires à l'Assemblée nationale, elles commencent aussi à prendre le pouvoir dans la société civile. Si j'en crois la jeune génération, la parité au Rwanda devrait gagner tous les domaines socio-économiques. Reste à savoir si ce phénomène parviendra à s'étendre au-delà des frontières pour des sociétés plus justes et plus égalitaires.